Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un ouvrage publié en 2013 par un économiste qui s'appelle Thomas Piketty. Cet économiste est aujourd'hui bien connu et pour cause, cet ouvrage a eu un énorme succès au moment de sa publication. Il s'intitule « Le capital au XXIe siècle », un titre qui fait directement référence à celui utilisé par Karl Marx dans son ouvrage « Le Capital », publié en 1867. Tout l'enjeu pour Piketty est de démontrer que les analyses développées par Marx au XIXe siècle restent d'actualité. Donc on va se demander dans un premier temps quelle est l'idée principale qu'il défend, quels sont les mécanismes qui lui permettent de démontrer toute l'actualité de Marx. Et on verra que cette idée a été critiquée, notamment par quelques économistes dont vous avez ici les portraits. Le point de départ de la réflexion de Piketty repose sur deux lois. Donc une première loi, qui est en réalité une égalité comptable, qui nous dit que le revenu du capital, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, EBE, est égal au taux de rendement du capital, R, approximativement le taux d'intérêt, multiplié par le capital, K. La deuxième loi, il l'emprunte en réalité à deux économistes qui écrivent dans les années 30, Harrod et Domar. Cette deuxième loi nous dit que le rapport capital sur revenu, donc K sur Y, est égal sur le long terme, j'insiste sur le long terme, puisque tout ce que l'on va dire par la suite n'est vrai que sur le long terme, et bien ce rapport est égal au rapport taux d'épargne sur taux de croissance économique. Notez taux d'épargne, donc petit s, sur taux de croissance économique, petit g. Alors revenons sur chacune de ces lois, commençons par la première. Elle se démontre facilement. Prenons un exemple, imaginons que l'on ait un appartement d'une valeur de 10 000 € par exemple, c'est la valeur de K. On imagine que l'on tire un loyer de cet appartement qui représente 10% de sa valeur, c'est R. Donc le revenu du capital, notre BE, est égal à 1 000 €. On peut écrire cette loi d'une deuxième façon en divisant à gauche et à droite par le total des revenus, Y. Par exemple, si je gagne un salaire de 2 000 €, en plus du loyer que je tire de la location de l'appartement, le total de mes revenus c'est 3 000 €, ce qui me permet de dire que 33,3% de mes revenus sont constitués de revenus du capital. EBE sur Y représente la part des revenus du capital dans le total des revenus. Revenons maintenant sur la deuxième loi, qui est un peu plus technique et qu'on va démontrer simplement. Donc au départ, il faut considérer que le taux de croissance économique, G, est égal sur longue période, là encore, j'insiste, sur longue période est égal au taux de croissance du capital. Donc plus il y a de capital, plus il y a de croissance économique à long terme. La variation du capital est égale à l'investissement. Effectivement, on a vu en cours que le capital est un stock, et lorsqu'on fait varier ce stock, donc lorsqu'on augmente la valeur du capital, eh bien cette augmentation de valeur ne peut se faire que par un investissement supplémentaire. Autrement dit, la variation du capital est égale à l'investissement réalisé. Pour les économistes, l'investissement est égal à l'épargne. Ça se démontre facilement si on considère l'équilibre ressources-emploi, donc les revenus se répartissent en consommation et en investissement. Si on considère que la consommation, c'est la différence entre les revenus et l'épargne, en remplaçant la deuxième équation dans la première, on démontre facilement que l'investissement est égal à l'épargne. On peut écrire à partir de là que le taux de croissance économique est égal à l'épargne divisé par le capital. Et en divisant tout par les revenus, on peut faire apparaître ici, en haut, la valeur du taux d'épargne, c'est-à-dire combien représente l'épargne dans le total des revenus. Ce qui permet d'écrire une première équation qu'il faudra retenir, le rapport K sur Y, qui représente en gros la valeur du capital par rapport aux revenus, est égal au rapport entre le taux d'épargne et le taux de croissance économique. En combinant cette loi avec la première, on peut également écrire que la part des revenus du capital est bien égale au produit du rendement du capital par le ratio taux d'épargne sur taux de croissance économique. Vous pouvez bien entendu mettre cette vidéo en pause et vous entraîner à redémontrer ces deux petites équations. Quelle conclusion est-ce que Thomas Piketty tire de ces deux équations? La première, c'est que le capital, K sur Y, c'est-à-dire la valeur du capital par rapport au revenu, augmente. Augmente quand? Quand le taux d'épargne augmente et ou quand le taux de croissance économique baisse. C'est la pure logique mathématique. De la même façon, la part des revenus du capital, donc EBE sur Y, augmente
quand le taux d'épargne augmente et ou quand le taux de croissance économique baisse et ou quand le taux de rendement du capital augmente. Donc en conclusion, en tout cas c'est la conclusion que tire Piketty de son analyse, la tendance naturelle du capitalisme est un accroissement des inégalités en faveur des capitalistes sous l'effet de la concentration du capital. Parce que pour lui, pour Piketty, à long terme, le taux de rendement du capital, R, est systématiquement plus élevé que le taux de croissance économique. Et effectivement, si R est supérieur à G, alors mécaniquement, la part des revenus du capital ne peut qu'augmenter, ce qui va se faire au détriment des revenus du travail, donc des salariés. Tout ça entraîne un cercle vicieux des inégalités, puisque la hausse du capital permet aux détenteurs du capital d'avoir plus de revenus liés à ce capital, sous forme de loyer, sous forme de dividendes, sous forme d'intérêts, donc en retour d'acquérir du capital supplémentaire, sous la forme d'appartements, de maisons, ou sous la forme d'actifs financiers de type actions ou obligations. On a affaire ici, en tout cas c'est ce que nous dit Piketty, à un processus auto-entretenu, un cercle vicieux de concentration du capital entre les mains des capitalistes. Donc il en vient finalement exactement à la même conclusion que celle qu'avait faite Karl Marx 150 ans auparavant. Alors si on confronte le modèle de Piketty avec les statistiques, qu'est-ce qu'on observe? Si on va chercher les statistiques disponibles dans les bases fournies par l'INSEE, on peut mettre sur le même graphique le rapport K sur Y tel qu'il est calculé par Piketty, ici la courbe en bleu. Donc cette courbe en bleu a été obtenue en faisant le rapport du taux d'épargne sur le taux de croissance économique pour chaque année. Et on met également, donc sur le même graphique, ce même rapport K sur Y, mais tiré directement à partir des données fournies par l'INSEE sur l'enquête patrimoine. Il y a quelque chose qui frappe immédiatement, c'est que finalement il y a un écart qui est relativement conséquent selon les années entre ce qui est prévu par le modèle de Piketty et ce qui est observé dans les statistiques officielles. Par exemple, pour l'année 2016, on voit que le modèle de Piketty prévoit que le capital est 11,7 fois plus élevé que le revenu, alors que dans la réalité statistique, le capital, lui, n'est que 6,6 fois plus élevé que le revenu. Qu'on pourrait en déduire que le modèle de Piketty est erroné et donc s'interroger sur le pourquoi d'un tel succès. Mais il faut bien comprendre quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que le modèle de Piketty est un modèle valable, oui, mais à long terme. Par exemple, si je travaille non plus année par année, mais sur une période, par exemple ici sur la période 1950-2016, que je calcule le taux d'épargne moyen et le taux de croissance annuel moyen sur la période, donc je fais le rapport des deux, j'obtiens un rapport K sur Y égal à plus de 5, 5,03, ce qui veut dire que, d'après le modèle de Piketty, le montant du capital privé est environ 5 fois plus élevé que le revenu. Et on retrouve un résultat qui est plus proche à celui observé dans les statistiques officielles pour l'année 2016. Ce modèle, on l'a dit, a été fortement critiqué, notamment sur l'utilisation que Piketty fait de la notion de capital. Pour Piketty, en tout cas, même si ce n'est pas ce qu'il fait dans son ouvrage, mais les conclusions qu'il fait nous amènent à voir les choses de cette façon, il considère le capital comme une entité homogène, alors qu'en réalité, le capital est constitué de différentes formes de capital. Il y a du capital immobilier, des appartements, des maisons, mais aussi du capital financier et du capital professionnel. Tout se passe, au fond, en tout cas dans la conclusion qu'il tire de son livre, comme s'il considérait que le capital était uniquement du capital financier ou du capital professionnel. Donc pour Piketty, l'accroissement du capital est à l'origine des inégalités. On l'a dit, puisque le capital engendre des revenus, dont les revenus du capital tendent à augmenter au détriment des revenus du travail. Or, les statistiques ne confirment pas cette conclusion. Si je compare la situation des États-Unis et de la France entre 1980 et 2010, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les inégalités ont fortement augmenté aux États-Unis. Vous voyez, en 2010, les 1% les plus riches détiennent 20% des revenus, alors qu'ils ne détenaient que 7% des revenus en 1980. Dans le même temps, cette part est restée pratiquement constante en France. Alors qu'en réalité, la valeur du capital rapportée aux revenus a assez peu augmenté aux États-Unis, alors qu'elle a très fortement augmenté en France. Donc on ne peut pas en déduire que l'augmentation
du capital entraîne une augmentation des inégalités. Donc il faut chercher une autre explication. Pour ça, on va s'appuyer sur la critique formulée par Étienne Wasmer et Daniel Cohen, qui consiste à dire que ce qui joue un rôle central dans le capital, c'est surtout l'évolution du capital immobilier. Par exemple, imaginons qu'on ait un appartement, si je reprends l'exemple tout à l'heure, d'une valeur de 10 000 euros, qui rapporte un loyer de 10%. Un loyer donc qui correspond au taux d'intérêt en vigueur. Effectivement, si on veut que notre appartement, notre maison soit rentable, il faut que la rentabilité de cet appartement ou de cette maison soit au moins égale au taux d'intérêt que je pourrais tirer en plaçant mon épargne sur un compte bancaire au lieu de l'investir dans un logement. Si j'ai le choix entre placer 10 000 euros sur un compte bancaire rémunéré à 10% ou acheter un appartement et le mettre en location pour 10 000 euros, il faut bien que ce loyer soit au moins égal à la valeur du taux d'intérêt. En tout cas, que le taux de rendement de la location soit au moins égal à la valeur du taux d'intérêt. Imaginons qu'un an plus tard, l'année 2, les taux d'intérêt aient baissé. Donc on passe de 10% à 1%. Quelles vont en être les conséquences? Les nouveaux appartements d'une valeur de 10 000 euros qui sont achetés au cours de l'année 2 rapportent désormais seulement 100, c'est-à-dire 1% de 10 000. Alors que ces mêmes appartements qui valaient 10 000 euros l'année 1, eux, rapportent toujours 1000. Ça faut bien comprendre que les loyers restent fixes dans le temps. Donc, logiquement, on le voit ici, la baisse du taux d'intérêt, il a été divisé par 10, entraîne une augmentation du prix du bien de l'année 1. Un bien, un appartement ou une maison dont le prix était de 10 000 euros l'année 1, eh bien, vaut désormais l'année 2 100 000 euros. Autrement dit, en divisant le taux d'intérêt par 10, j'obtiens un appartement ou une maison dont le prix est multiplié par 10. Alors comment c'est possible? Comment l'expliquer? Si je réécris ma formule, donc 1000 fois 10 000 sur 100, ça revient au même que d'écrire 1000 divisé par 100 sur 10 000. Autrement dit, de diviser 1000 par 0,01, autrement dit, de diviser 1000 par le taux d'intérêt de l'année 2. Ce qui revient à dire, en généralisant, que la valeur du capital, le prix du capital, est égal au rapport entre la rémunération du capital, le BE, et le taux d'intérêt. On retrouve ici la première loi du capitalisme dont on a parlé un peu avant. Qu'est-ce qui ressort de ce petit exercice? C'est que finalement la valeur du capital rapporté au revenu augmente quand le rendement du capital diminue. Inversement, la part des revenus du capital dans le revenu total diminue quand le rendement du capital diminue. Autrement dit, quand le rendement du capital diminue, cela fait augmenter la valeur du capital. C'est donc bien la hausse du prix du capital immobilier qui explique la hausse du capital, et non pas la rentabilité du capital. Donc si je reprends les évolutions de la période récente, et si je reprends notamment ce qui s'est passé aux États-Unis et en France au début des années 2000, on a assisté à l'époque à une forte baisse des taux d'intérêt. Ici, ce sont les taux directeurs mis en œuvre par les banques centrales. Cette période de baisse des taux a coïncidé avec la formation d'une bulle immobilière, alors principalement aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays. Et donc il y a un lien direct, en réalité, entre la baisse des taux décidée par les banques centrales et la hausse des prix des maisons et des appartements. Et ce qu'on constate ici, c'est que après que les prix ont fortement augmenté, ils ont fini par s'effondrer. C'était la fameuse crise des subprimes dont on a déjà beaucoup parlé ou dont vous avez forcément entendu parler. Cette crise s'est traduite, notamment aux États-Unis, par un effondrement des prix de l'immobilier. Et donc c'est parce que les prix de l'immobilier sont beaucoup plus bas aux États-Unis qu'ils ne peuvent l'être dans les autres pays, notamment en France, et c'est parce que ces prix sont beaucoup plus bas que la valeur du capital aux États-Unis est également plus basse, ou en tout cas beaucoup moins élevée que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc on voit que la hausse du capital, K sur Y, s'explique principalement par la hausse du capital immobilier. C'est parce que le prix des appartements et des maisons augmente que la valeur du capital augmente. Cette hausse a été provoquée par la politique monétaire, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt, mais pas par celle du capital productif. Donc contrairement à ce que prévoyaient Piketty et Marx, qui disaient que la hausse du capital allait entraîner des inégalités sous l'effet de la hausse du capital financier, mais en réalité c'est la hausse du capital immobilier qui explique la hausse du capital et non pas le capital financier. Donc cette hausse du capital immobilier s'explique par la baisse du rendement du capital et non pas par la hausse comme l'avait prévu Piketty.
On voit que la hausse des inégalités économiques ne peut pas s'expliquer, ou en tout cas pas seulement, par la hausse du capital ou des revenus du capital. En réalité, ça il faudrait le démontrer par ailleurs, mais ce sont les inégalités, la hausse des inégalités salariales qui explique la hausse des inégalités bien plus que les inégalités liées au capital. Pour terminer, on peut facilement montrer néanmoins que l'analyse de Piketty reste tout à fait pertinente, notamment si on regarde l'origine du capital, en distinguant le capital hérité de celui qui ne l'est pas. Et on constate, ce que vous voyez ici sur la période en rouge, que depuis les années 70, la part du capital hérité a tendance à augmenter. C'est-à-dire que de plus en plus, la hausse du capital se fait davantage par héritage. Donc ici, vous le voyez, environ 55% du total du capital est hérité et non pas constitué par les individus au cours de leur vie. Et donc là, ça peut effectivement poser un vrai problème dans la mesure où, lorsque l'augmentation du capital est liée aux héritages, on risque de glisser vers un capitalisme d'héritier qui entraînerait un cumul des inégalités entre les générations. Dès lors que le capital est approprié par des générations d'héritiers, les seuls qui peuvent tirer des revenus du capital sont les héritiers, ce qui ne peut qu'entraîner à long terme des inégalités économiques entre les générations. Donc au final, ce qu'il faut retenir ici. Premièrement, l'analyse de Thomas Piketty vise à actualiser la pensée de Marx. Elle s'appuie sur deux lois permettant de déboucher sur deux équations fondamentales qui sont valables seulement, j'insiste encore là-dessus, seulement à long terme, de l'ordre de plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Donc ces deux équations sont à retenir. De ces équations, Piketty en déduit une tendance naturelle à la concentration du capital et de ses revenus à l'origine d'un accroissement des inégalités. Car sur le long terme, le taux de rendement du capital, donc petit r, dépasse le taux de croissance économique. Donc il en déduit que le capitalisme, finalement, ne peut que créer des inégalités à l'avantage des détenteurs du capital. Cette analyse, on l'a vu, a été justement critiquée. On a démontré que la hausse du capital s'explique principalement par la hausse du prix du capital immobilier, elle-même provoquée par la baisse du rendement du capital, le taux d'intérêt. C'est donc pas la hausse des revenus du capital qui explique la hausse des inégalités, mais plutôt la hausse des hauts salaires. Cette analyse conserve néanmoins sa pertinence. Les évolutions récentes montrent une forte augmentation de la part du capital hérité, risquant d'entraîner une forte augmentation des inégalités entre les générations du fait de l'accroissement du capital. Pertinence à laquelle on pourrait ajouter le fait que, au fond, Piketty démontre que si rien n'est fait politiquement, mais fort logiquement, il va arriver un moment où le capital, à force de se concentrer, va forcément finir par générer des inégalités.